fin 2020. Alors que les artisans s'activent aux dernières finitions, les cartons de la maison du parc naturel régional des Vosges du Nord reprennent la route du château de la Petite-Pierre. Le monument historique achève tout juste une profonde transformation. Durant 4 ans, il a été l'objet d'un chantier aux enjeux multiples et forts. Mise en sécurité du bâtiment aux normes actuelles en matière d'isolation et d'accessibilité, amélioration des conditions de travail des agents, mais aussi ambition d'être vitrine des savoir-faire et des matériaux locaux. Rétrospective d'un projet hors norme. On a une équipe de plus de 45 personnes avec des locaux qui ne correspondaient plus aux standards actuels de travail, liés alors effectivement au confort dans les bureaux, etc. Et pour répondre effectivement à l'attente du territoire, aux missions qui sont les nôtres sur le patrimoine naturel et culturel, il a été nécessaire de passer à la rénovation d'un bâtiment quand même ancien. Un premier sentiment de fierté d'avoir recouvré un château tout neuf, tout beau, avec un aspect extérieur qui est revenu à l'état antérieur puisque les volets ont été supprimés de la façade, ce qui redonne un beau cachet à notre château. Et un autre sentiment de fierté pour l'intérieur. On allie la modernité avec les matériaux du local, avec des entreprises locales qui ont œuvré pour que ce château puisse être fonctionnel à la fois pour le parc régional des Vosges du Nord, mais également pour nos concitoyens. Il y a une réorganisation, un rééquilibre qui a été fait sur les fonctions, sur les différents niveaux, qui font qu'aujourd'hui on a un équipement qui est quand même de grande qualité sur cet éperon rocheux. C'est un élément de fierté parce que mener à bien un chantier de cette envergure, c'était pas gagné d'avance. Les objectifs, la ligne politique que les élus avaient souhaité tenir sur ce chantier, pour moi, ont été tenus. Tout le monde avait envie de faire honneur à ce chantier et à ces travaux. Retour quelques années plus tôt. Le parc naturel régional des Vosges du Nord, créé en 1975, a installé 2 ans plus tard son siège dans l'aile sud-est du château de la Petite-Pierre. Ce château est le seul des Vosges du Nord à avoir été occupé de façon ininterrompue depuis sa première édification à la fin du XIIe siècle. Démilitarisé en 1870, il trouve une fonction administrative avec le service des eaux et des forêts installé par l'Empire allemand, puis les ponts et chaussées. Mais plus de 40 ans après l'installation de la maison du parc, une rénovation en profondeur et une mise en accessibilité et en sécurité des locaux se sont avérées indispensables. Le château présentait des problèmes structurels et fonctionnels avec des poutres abîmées, un dispositif de chauffage vétuste et très coûteux, des installations électriques dangereuses. Une vaste étude préparatoire aux travaux est donc lancée en 2013, étude d'autant plus importante que le château et ses fortifications sont classés monuments historiques depuis 1922. Une restauration commence tout d'abord par une bonne analyse de l'état dont on hérite du bâtiment, mais également une analyse historique, toute la documentation dont on dispose. Donc c'est vraiment regarder tout ce dont on dispose sur le monument, archives, évolution, constats visuels, et de voir sa compatibilité avec le programme. Alors le programme, c'est qu'est-ce qu'on veut y mettre dans ce bâtiment, puisque l'objectif d'un monument historique, c'est de le transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. L'objectif, c'est que 200, 300 ans plus tard, nos successeurs reconnaissent les travaux qui ont eu lieu en 2021. Et c'est de trouver la meilleure concertation possible pour rendre le bâtiment viable et lui offrir une nouvelle vie. En plus des contraintes d'intervention sur un monument historique difficile d'accès, le parc a imposé un défi supplémentaire aux entreprises. Trouver les solutions les plus respectueuses de l'environnement dans le choix des matériaux, des artisans, des méthodes, de la distance d'approvisionnement. On pouvait mettre en œuvre directement au sein de cette rénovation ce que l'on prône par ailleurs, notamment sur la rénovation du bâti ancien. C'était à la fois allier la question des personnels, de l'équipe du parc qui doit être accueillie dans des bonnes conditions et montrer aussi que dans le bâtiment lui-même, on arrive à mettre en œuvre ce que l'on prône nous-mêmes. Pour réaliser ce projet, l'expertise a été confiée au mandataire de la rénovation, Pierre-Yves Caillot, architecte en chef des monuments historiques, et à Dominique Weber, du cabinet d'architecture DWPA.
Leur objectif a été de valoriser la dimension patrimoniale du bâtiment en l'adaptant au plus près des normes actuelles de performance énergétique, de luminosité et d'accessibilité. L'agence DWPA a également dessiné et aménagé l'ensemble des espaces intérieurs, tout en fluidifiant la circulation dans le bâtiment. On était donc en devoir d'intervenir sur un patrimoine complexe qui est effectivement composé de 4 bâtiments, accolés les uns aux autres avec des passages plutôt difficiles, une accessibilité quasi impossible aux personnes à mobilité réduite. Et le premier défi, c'était ça, c'est de rendre les locaux accessibles. Et en plus, c'était des locaux de travail tertiaires, de bureaux, qu'il fallait rendre fonctionnels pour le personnel qui y est depuis 45 ans. Et donc, en fait, c'était une grosse équation parce qu'en plus, ce client-là est un client très exigeant en matière écologique, avec des matériaux de proximité, de l'innovation, et tout ça sur un château. Voilà. Donc, on est reparti avec ça dans notre bagage, avec un programme qui a été établi par des architectes aussi. Et donc, la première chose, c'était de trouver comment faire fonctionner ce château en rendant ces espaces fluides alors qu'ils étaient très cloisonnés. Donc on a commencé à dépouiller l'ensemble des couches parce que c'était des strates superposées d'intervention sur les 400 dernières années qui bouchaient les anciens passages, qui empêchaient de passer d'un endroit à l'autre. Donc on a commencé à décaper petit à petit toutes les couches. Et là-dessus, en fait, on a réussi à proposer un dépouillement de l'espace, toujours en ayant pour préoccupation de faire lire le patrimoine. C'est ce travail qui effectivement est passionnant, c'est de résoudre toutes ces équations en même temps et d'arriver à un résultat qui soit équilibré et pas trop compliqué, pas trop fastidieux. Je pense que c'est ça qui est passionnant, c'est d'essayer de faire simple et bien. Le coup d'envoi du chantier est donné en 2017. Vidé de ses occupants, le château se retrouve cerné par un gigantesque échafaudage. Indispensable pour les interventions sur les façades et le toit du château, il a aussi permis aux artisans de travailler malgré les intempéries. Son montage a nécessité certaines prouesses techniques, la pose de ses parties hautes ayant même été réalisée par hélicoptère. La mise à nu de la structure du château a ensuite permis de l'assainir et de confirmer les orientations de construction retenues lors des phases d'études. La déconstruction et l'évacuation de plusieurs dizaines de tonnes de gravats ont été réalisées pendant plusieurs mois, à dos d'homme, par les entreprises de gros œuvres. L'enveloppe du château a alors pu être reprise et confortée avec les travaux de charpente, de toiture, de façade et de menuiseries extérieures. Quand on déconstruit, on voit souvent des choses qui sont très surprenantes. Par exemple, on ne savait pas le nombre de poutres qui étaient abîmées par l'humidité parce qu'il y avait des tuyaux qui goûtaient dans les planchers et qui donc en fait la limite de la rupture, quoi. Donc ça on ne pouvait pas le voir, on pouvait faire quelques sondages mais on ne pouvait pas apercevoir comment c'était dégradé. Sur les ailes est et sud, le clos couvert a été entièrement restauré. La charpente a été confortée et traitée et certaines pièces cassées ont été remplacées. La toiture a été couverte par un panachage de tuiles en terre cuite neuve, dite Biberschwanz, queue de castor en français, provenant d'une tuilerie traditionnelle de la région. L'ensemble des cheminées a été rénové. Le couronnement des cheminées a permis la mise en œuvre de mitres ouvragés caractéristiques du territoire, témoignant d'un savoir-faire spécifique d'artisans maçons. Enfin, des bardeaux en châtaignier local protègent les jougs des lucarnes de toit des intempéries. Le château de la Petite-Pierre est un monument historique bâti en pierre de taille sur un éperon rocheux. Les matériaux pour l'isoler doivent donc être adaptés pour préserver la pérennité du bâtiment. Les façades ont ainsi été traitées par un enduit traditionnel à base de chaux. Et afin d'améliorer thermiquement le bâtiment, les murs intérieurs ont été traités avec une nouvelle recette à base de chaux, diatomée, liège et poudre de marbre.
Ce mélange améliore la correction thermique du bâtiment tout en régulant l'humidité et en respectant le besoin de respiration des maçonneries. La première couche d'enduit est ensuite recouverte d'un enduit de finition appliqué à la main en 2 passes. Les dallages et pavés des espaces extérieurs ont été réalisés en grès des Vosges issus des carrières de la région. Le dallage intérieur de la cour a été récupéré et réemployé lorsque son état le permettait. Un important travail sur les niveaux a été réalisé par l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises afin d'apporter une cohérence et une uniformité dans le traitement des cheminements extérieurs et permettre l'accessibilité du bâtiment à tous les publics. Les fenêtres en chêne ont fait l'objet d'un travail expérimental spécifique. Elles disposent de caractéristiques techniques en conformité avec les exigences classiques en matière de restauration d'un monument historique et de performance en matière d'isolation proche des normes actuelles. L'éclairage naturel a également été amélioré. Les murs ne présentant pas d'intérêt historique particulier ont été déposés ou vitrés afin d'ouvrir les espaces et d'améliorer la luminosité intérieure. Les puits de lumière créés au 3e étage permettent aussi de gagner en lumière naturelle. L'agencement astucieux de l'intérieur a permis de dissimuler l'ensemble des réseaux, évitant ainsi de créer des saignées dans les murs et d'impacter la structure du bâtiment. De nouveaux percements dans les murs historiques du bâtiment ont cependant été nécessaires pour rendre accessible et conforme aux normes l'ensemble des bureaux et espaces ouverts au public du château. Une cage d'ascenseur desservant tous les niveaux a été intelligemment et discrètement intégrée au cœur de l'édifice. Le positionnement de l'ascenseur devait impacter un mur du XIIIe siècle, donc le plus ancien. Il fallait le percer, donc ça veut dire une destruction pour nos successeurs, les générations futures, ce qui n'est pas grave, mais par contre ça se fait d'une certaine façon. Le choix de l'ascenseur et de cet organe vertical a suscité de nombreuses conversations et il est très très bien positionné sur ce château. L'une des réussites de cette rénovation, c'est d'avoir pu rendre l'ensemble des étages accessibles aux personnes à mobilité réduite. On a partout des demi-étages et là le vrai défi c'était d'avoir l'accord de l'architecte des bâtiments de France, de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, pour faire en sorte que dans un bâtiment patrimonial comme celui-ci, on puisse installer un ascenseur qui permette l'accès à tous les étages et c'est chose réussie aujourd'hui. Les installations sanitaires et de chauffage, obsolètes et inadaptées à la surface du bâtiment et aux besoins modernes, ont été déposées puis remplacées. Le chauffage du bâtiment est assuré par une chaudière à granulés. Un travail sur l'étanchéité du bâti a été mené et une VMC double flux installée. Elle permet de renouveler l'air du bâtiment tout en récupérant les calories de l'air expulsé. Ces nouvelles installations, ainsi que le travail global d'isolation du bâtiment, devraient permettre de diminuer par 3 les consommations énergétiques. Les revêtements de sol de tous les niveaux ont été remplacés. La dépose des planchers a permis la mise à jour de gravats qui remplissaient les solives existantes. Ces matériaux ont été évacués et remplacés par des matériaux plus adéquats et adaptés aux enjeux du projet. Un parquet à lame de hêtre en largeur alternée finit l'ensemble. Le hêtre, essence majoritaire des forêts des Vosges du Nord, a aussi été utilisé pour la réalisation des mobiliers de bureau. Cette gamme de mobilier est modulable, durable et esthétique. Elle a été designée et fabriquée dans le cadre d'un appel à projet de redynamisation de la filière bois locale lancé par le parc. Enfin, au rez-de-chaussée du château, 75 mètres carrés sont désormais dédiés à l'espace d'accueil du parc et une boutique vitrine des artisans créateurs régionaux et locaux. Ce nouvel espace permet aux visiteurs de s'informer sur le parc naturel régional des Vosges du Nord, de découvrir et d'acquérir des objets locaux soigneusement sélectionnés, valorisant ressources et savoir-faire. Le coût global de l'opération s'est élevé à 5,5 millions d'euros, financé par la région Grand Est, l'État, le Massif des Vosges, le Conseil départemental du Bas-Rhin, la communauté de communes Anneau-la-Petite-Pierre,
la commune de la Petite-Pierre et le Psychoparc. Une trentaine d'entreprises sont intervenues au cours du long processus de chantier. Des points clés dans leur sélection ont été leur capacité à répondre aux enjeux liés à l'intervention sur un monument historique et à l'éco-rénovation. Trouver des corps de métier qui sont adaptés à ce type de patrimoine, c'est pas forcément évident. Est-ce que l'entreprise a la bonne méthode et dispose du savoir-faire nécessaire pour intervenir sur le bâtiment? Ça, c'était un aspect hyper important. La question des matériaux, qui pour un parc naturel régional, et d'autant plus pour nous qui avons une stratégie hyper importante sur ce sujet-là, a forcément aussi été au cœur de l'analyse. Donc quels sont les matériaux que les entreprises veulent utiliser? Est-ce que c'est des matériaux naturels? Est-ce que c'est des matériaux qu'on peut trouver sur le territoire et donc qui font écho à notre territoire? Ça, c'était aussi un élément hyper important. Et puis après aussi le dimensionnement des entreprises. On est quand même sur un chantier qui est assez contraint. Il y a des problématiques de manutention liées au fait qu'ici tout se fait à dos d'hommes. Et donc une toute petite entreprise, c'est parfois compliqué pour elle de se positionner parce qu'en fait tout de suite elle mobilise toute son équipe et donc elle peut se mettre en difficulté. Les travaux qui ont été réalisés sont innovants et nous sont exemplaires aussi à ce titre-là dans le recyclage des matériaux, des ressources, dans les économies d'énergie et montrent que c'est possible avec des études, des choix et une concertation élargie autour du projet. Aujourd'hui, formidable espace de travail pour les agents du parc, le château de la Petite-Pierre a l'ambition d'être également, demain, un lieu disponible aux habitants et acteurs du territoire. Ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui nos associations et les municipalités, c'est d'avoir accès effectivement à certaines salles de ce château aujourd'hui rénové. Et on est très content de pouvoir demain organiser différents événements afin de donner encore plus envie à nos habitants, aux touristes, de venir entrer beaucoup plus facilement dans le château et de pouvoir admirer ce chef-d'œuvre. C'est donc une nouvelle page de la vie du château de la Petite-Pierre qui s'est écrite durant ces 3 années de chantier. Un chantier qui s'est voulu innovant, exemplaire, respectueux de l'histoire du lieu et qui a aussi mobilisé, autour de lui, une équipe d'hommes et de femmes passionnés et déterminés. Ce qui est très important pour moi, c'est avant tout une histoire humaine, en fait, ce type de projet. Les nœuds, généralement, sont liés à des incompréhensions sur le chantier. Et quand on a justement cette vision commune de vers quoi on veut aller, donc préserver un patrimoine, le moderniser en utilisant des ressources locales, en s'appuyant sur les savoir-faire et en valorisant le patrimoine, une fois que cette ligne elle est tracée, en fait, pour moi, ça permet de faciliter la conduite du chantier. Cette ligne a été très claire pour tout le monde, ça a été partagé. Et ce qui fait que les humains ont réussi à s'accorder malgré le fait qu'ils aient des envies parfois différentes. Un maître d'œuvre n'a pas les mêmes impératifs qu'un maître d'ouvrage, les entreprises ont d'autres enjeux, mais tout ça, ça a réussi à matcher parce que le projet était clair et partagé par tout le monde. Et ça me paraît très important. On a vraiment eu une solidarité tant au niveau de l'équipe de maîtrise d'œuvre que l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Donc voilà. Et après, les entreprises qui sont toujours de très bons conseils quand elles sont de qualité, ce qui n'est pas le cas non plus toujours. Mais là, on a vraiment eu des entreprises formidables qui étaient fières de faire ce travail et de travailler sur un château, c'est toujours assez valorisant. La bonne volonté y était, en tous les cas. Je voulais aussi saluer le maître d'ouvrage parce que c'est difficile de porter un projet comme ça. Là, on voit un bâtiment fini, ça semble une évidence, mais c'est très compliqué en tant que maître d'ouvrage de faire des choix et de tenir ces choix. Et notamment, les choix de l'amélioration thermique des vitrages ont été tenus, de vraiment promouvoir les filières locales, les essences locales. Il y a beaucoup de mérite d'avoir réussi à tenir ces choix. Ça paraît anodin, mais je vous assure que ce n'est pas si facile que ça dans un chantier aussi compliqué. Ce lieu-là n'est pas voué juste à être l'objet de visites, d'études historiques, etc. Il a une vie aujourd'hui, il rend un service, il est un pôle d'attractivité, d'attraction culturelle, touristique, et c'est extrêmement important. Et puis je crois que c'est aussi important parce que l'humain s'inscrit dans une histoire. Il s'agit d'exprimer, de transmettre un message qui est de montrer qu'on n'est pas en dehors de l'histoire d'un territoire, mais on est totalement imbriqué dans cette histoire-là et qu'elle s'exprime notamment par ce lieu emblématique. Quand on se trouve au château de la Petite-Pierre, on a aussi une vue sur la forêt des Vosges du Nord. Vue d'en haut, on a une vue sur le village de la Petite-Pierre. Et bien tout ça, en un lieu, résume assez bien, je crois, ce qu'est le parc naturel régional.